Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Égypte à la une. On commence tout de suite cette édition avec le président Sisi et le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné qui ont discuté hier dimanche au Caire de la situation dans la bande de Gaza ainsi que des efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et fournir une aide humanitaire. Pour sa première visite au Proche-Orient, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères a entamé sa visite de 3 jours dans la région, justement par son escale en Égypte avant de se rendre en Jordanie, puis en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban. Voici les détails. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu mercredi l'envoyé spécial américain pour les questions humanitaires au Moyen-Orient, David Satterfield, pour s'entretenir en détail de la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, des souffrances quotidiennes croissantes des Palestiniens et des destructions qui ont frappé les infrastructures, les services publics et les hôpitaux. L'envoyé américain a informé le ministre égyptien des résultats de la communication de son pays avec différentes parties pour soutenir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Les deux responsables ont également échangé des évaluations sur les efforts visant à fournir une aide durable en collaboration avec les agences de secours des Nations Unies. Sameh Shoukry a évoqué la décision prise par un certain nombre de pays de suspendre le financement de l'UNRWA en pleine crise humanitaire à Gaza, ainsi que ses répercussions sur les capacités de l'agence à fournir des services vitaux aux Palestiniens. Suite aux allégations israéliennes selon lesquelles 11 des 13 000 employés de l'agence à Gaza auraient participé à l'attaque du 7 octobre, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, les Pays-Bas, la Finlande, l'Australie et le Canada ont suspendu vendredi le financement de l'organisation qui fournit des services de base à des millions de réfugiés palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Dans ce contexte, le ministre a demandé aux États-Unis et aux autres États qui ont cessé leur contribution d'annuler cette décision car elle aggraverait les souffrances à Gaza et d'attendre les résultats des enquêtes menées par l'UNRWA et d'autres organismes de l'ONU. Le ministre égyptien a également demandé à tous les principaux acteurs internationaux, y compris les États-Unis, de soutenir la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, en particulier la résolution numéro 2720 sur la création d'un mécanisme de l'ONU pour faciliter, coordonner et observer l'acheminement de l'aide à la bande de Gaza. Il a également noté que des mesures similaires avaient été prescrites par la Cour internationale de justice. De son côté, Satterfield a apprécié le rôle central de l'Égypte dans la fourniture de l'aide et la coordination bilatérale sur la crise, soulignant l'empressement des États-Unis à poursuivre les consultations et le travail commun jusqu'à ce que l'aide soit suffisamment fournie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à protéger l'intégrité territoriale de la Libye et à soutenir les institutions de l'État pour leur permettre de remplir le rôle visant à atteindre l'objectif d'organiser des élections présidentielles et parlementaires d'une manière qui réponde aux intérêts du peuple libyen et fait avancer la voie de la stabilité et du développement en Libye. Le président Sisi a fait cette déclaration à l'issue de ces discussions jeudi avec le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, au palais de l'Ittihadiyya. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à protéger l'intégrité territoriale de la Libye et à soutenir les institutions de l'État pour leur permettre de remplir leur rôle visant à atteindre l'objectif d'organiser des élections présidentielles et parlementaires d'une manière qui réponde aux intérêts du peuple libyen et fait avancer la voie de la stabilité et du développement en Libye. Le président el-Sisi a tenu ses propos à l'issue de ses entretiens au palais présidentiel jeudi avec le chef du conseil présidentiel libyen Mohamed Menfi. La réunion a également souligné l'importance d'œuvrer à la consolidation de l'unité et de la sécurité de l'État libyen au retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires et de continuer à œuvrer pour renforcer les capacités des institutions de l'État libyen à remplir leur rôle et à achever le processus électoral, selon un communiqué publié par la présidence égyptienne.
Il est impératif d'aboutir à l'intégrité et à la sécurité de la Libye et aussi d'assurer le retrait de toutes les forces étrangères et des mercenaires du pays, a indiqué le président Al-Sisi. Les deux parties ont confirmé la nécessité de renforcer les capacités des institutions de la Libye afin d'achever le processus électoral. Pour sa part, Menfi a apprécié le soutien de l'Égypte à la Libye à tous les niveaux et son rôle dans la réconciliation nationale. Selon lui, le rôle égyptien était essentiel pour restaurer la stabilité dans le pays. Le président Al-Sisi et son hôte ont passé en revue les développements de la situation politique en Libye et les efforts du Conseil présidentiel afin d'unifier les visions des différentes parties libyennes. En mars 2022, le président Al-Sisi et M. El-Menfi se sont entretenus à Cap pour renforcer les institutions libyennes afin qu'elles assument leurs responsabilités pour aboutir aux élections présidentielles et législatives. La tenue de ces élections en Libye est attendue depuis quelques années. Le retard est dû aux différends concernant les critères d'éligibilité des candidats à la présidentielle et les procédures de leur tenue, outre la formation d'un gouvernement intérimaire pour gérer cette période de transition. Eh bien, retour à la situation à Gaza, la question palestinienne. Je vous rappelle que mercredi dernier, et lors de sa rencontre au Caire avec l'envoyé spécial des États-Unis pour les affaires humanitaires au Moyen-Orient, David Satterfield, c'est le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui a mis en garde contre la décision d'un certain nombre de pays de suspendre le financement fourni à l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, en pleine crise humanitaire à Gaza. Eh bien, dans un contexte régional, mais aussi local, caractérisé par de fortes turbulences, la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, énumère les points clés sur l'accord prévu avec l'Égypte ainsi que les défis économiques relevés par le pays actuellement. Voici les détails. Le Fonds monétaire international et l'Égypte sont dans la phase finale des négociations pour augmenter le programme de près de 3 milliards de dollars signé en décembre 2022, a révélé Kristalina Georgieva durant une table ronde à Washington jeudi 1er février. Ces déclarations interviennent après l'achèvement de la visite de la délégation du FMI au Caire. Elle a dit avoir fait d'excellents progrès dans ses discussions avec les autorités égyptiennes sur l'ensemble de politiques globales nécessaires pour parvenir à un accord. Georgieva a également abordé plusieurs points importants concernant la situation économique en Égypte. Concernant son point de vue sur une dévaluation potentielle de la livre égyptienne, Georgieva a estimé que l'Égypte a pris la sage décision au fil du temps de cibler l'inflation. Concernant son point de vue sur une dévaluation potentielle de la livre égyptienne, Georgieva a estimé que l'Égypte a pris la sage décision au fil du temps de cibler l'inflation. Il faut donc la soutenir à cet égard. Le gouvernement égyptien s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour renforcer l'économie dans un contexte de forte turbulence, a estimé la directrice du FMI. Georgieva a expliqué que le pays est généralement l'un des plus touchés par le Covid, puis par la guerre en Ukraine, plus durement que d'autres en raison de sa forte dépendance des importations de céréales. Selon elle, l'Égypte est également durement touchée par la guerre de Gaza plus que d'autres pays en raison de sa proximité avec l'enclave palestinienne et également la guerre au Soudan. Georgieva a affirmé que travailler avec l'Égypte est une des très grandes priorités. C'est à la fois important pour l'économie égyptienne et le peuple égyptien, mais aussi dans un contexte régional devenu plus difficile. L'Égypte a lancé justement son satellite NextSat-1 samedi 3 février depuis la ville de Yangjiang en Chine. NextSat-1 est une étape cruciale vers la localisation en Égypte de la technologie satellitaire de type microsat, et ce qui servira certainement à les objectifs de développement durable et économique du pays. L'Égypte a lancé son satellite NextSat 1 samedi 3 février depuis la ville de Yongyang en Chine, a annoncé l'agence spatiale égyptienne, l'ASE, sur sa page Facebook. L'ASE a capté les premiers signaux du satellite avec succès dès le premier essai, a assuré le directeur exécutif de l'ASE.
Nexsat 1 est le premier satellite égyptien expérimental de télédétection, selon le communiqué de l'agence. Le satellite prendra des images du sol égyptien pour mener des recherches visant à préserver l'environnement. Selon l'ASE, il est fabriqué à environ 45% localement. Pesant 67 kg, il est équipé pour capter de l'imagerie électro-optique avec une résolution de 5,7 mètres en mode monospectral. Il a été développé par l'Autorité nationale égyptienne pour la télédétection et les sciences spatiales en collaboration avec Berlin Space Technologies. Nexsat 1 est une étape cruciale vers la localisation de la technologie satellitaire de type microsat qui servira les objectifs de développement durable et économique de l'Égypte. En 1998, l'Égypte est devenue le premier pays arabe à lancer un satellite de télécommunication avec le Nilesat 101. Il a été suivi par le satellite Nilesat 102 en 2000 qui a lancé des centaines de chaînes de télévision. En 2007, le premier satellite égyptien de télédétection, EgyptSat 1, a été mis en orbite, suivi par EgyptSat 2 en avril 2014 qui a été perdu dans l'espace en février 2015. 4 ans plus tard, l'Égypte l'a remplacé par l'EgyptSat A, après l'avoir lancé du cosmodrome russe de Baïkonour, un port spatial au Kazakhstan loué à la Russie. En 2018, l'agence spatiale égyptienne a été créée. En 2019, c'était au tour du satellite de télécommunication Tiba 1 d'être lancé après un report à 2 reprises de son lancement en raison de difficultés techniques. En juin 2022, le satellite polyvalent égyptien Nilesat 301 a été mis en orbite avec succès à bord du fusée SpaceX Falcon 9 pour fournir des services Internet à large bande couvrant toute l'Égypte. Et le 4 décembre dernier, l'Égypte a lancé le satellite EgyptSat 2 en collaboration avec la Chine. Là, on passe à Benban, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands parcs solaires au monde, avec des millions de panneaux photovoltaïques et qui fournissent en fait de l'électricité à des millions de foyers en Égypte. Il s'agit d'un peu plus d'1 million de foyers qui sont justement alimentés par l'électricité via les panneaux solaires photovoltaïques de Benban. Ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts certainement déployés par le pays pour accroître la production de l'énergie renouvelable. Au pays de l'or, près d'Assouan, le joyau du Nil, se trouve l'un des plus grands parcs solaires du monde, Benban. Ce n'est pas un hasard. Situé entre les latitudes 22 et 31,5 nord, l'Égypte est l'un des pays du globe avec le plus grand potentiel énergétique solaire. Benban est un village devant lequel s'étend le parc éponyme sur une superficie de 37 km² à proximité de la route du désert entre Assouan et Le Caire. Lancé en 2018 avec la mise en service d'une première centrale photovoltaïque, ce méga projet a été intégré à la stratégie élaborée par l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables. Objectif: contribuer à porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix électrique d'ici à 2035. À lui seul, le parc permet de réduire les émissions de CO2 de 2 millions de tonnes par an. Le parc solaire a bénéficié d'un soutien financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 55 millions de dollars américains. À plein régime, la capacité de production du parc atteint 3,8 TWh par heure d'électricité par an. Le site comprend la construction de 34 centrales solaires d'une capacité de 50 MW chacune. En comparaison, l'énergie totale générée par le soleil équivaut à 90% de l'énergie électrique produite par le haut barrage d'Assouan. Pendant la période de construction, le projet a offert jusqu'à 20 000 opportunités d'emploi, tandis que 6 000 postes permanents ont été créés par les entreprises participant à l'exploitation du parc. À Benban, l'autorité égyptienne des énergies nouvelles et renouvelables a sélectionné 39 entreprises spécialisées dans la production d'énergie en leur accordant un droit d'usufruit de 25 ans. Parallèlement, le ministère égyptien de l'Éducation a accueilli favorablement une proposition du gouverneur d'Assouan visant à transformer le lycée industriel de Benban en un établissement spécialisé dans l'énergie solaire.
Le projet consiste à enseigner l'ensemble des métiers liés à l'énergie solaire et à l'activité des centrales électriques dans toutes leurs spécificités. À l'avenir, le parc solaire de Bemban est appelé à jouer un rôle central sur la carte énergétique du continent africain en tant que modèle de production d'énergie propre, qui est un des principaux enjeux de la stratégie de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable. Les énergies renouvelables ont un avenir radieux au pays des pharaons. Là, on reste en Égypte certainement avec 6 universités qui figurent sur la liste des 1000 meilleures universités internationales parmi en fait les 32 000 universités internationales d'après le classement de Webometrics Ranking of World Universities et qui inclut en fait 79 établissements d'enseignement égyptien lors de l'édition de janvier 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, a annoncé vendredi 2 février que le classement Webometrics Ranking of World Universities a inclus 79 établissements d'enseignement égyptiens lors de l'édition de janvier 2024. Le ministre a ajouté que selon l'indice, 6 universités égyptiennes sont classées parmi les 1000 meilleures universités du classement qui comprend 32 000 établissements d'enseignement au monde entier et que les universités d'Alexandrie et du Caire figuraient également parmi la liste des meilleures 500 universités. Ce classement révèle que l'université d'Alexandrie s'est classée première parmi les universités égyptiennes en obtenant le rang 492e au niveau mondial, suivi par l'université du Caire classée 499e, puis l'université de Mansoura classée 828e à l'échelle mondiale et l'université de Ain Shams classée 893e à l'échelle mondiale. Webometrics Ranking of World Universities est un classement international des établissements d'enseignement supérieur basé sur des données accessibles par le web, c'est-à-dire indépendamment de déclarations des écoles et des universités, mesurant la présence et l'impact par le web. Webometrics est une initiative du Cybermetrics Lab, un groupe de recherche appartenant aux plus grands organismes de recherche publique d'Espagne, le Conseil supérieur des investigations scientifiques. Ces résultats reflètent les progrès remarquables réalisés par les universités égyptiennes dans les classifications internationales des universités et des centres de recherche, a souligné le ministre de l'Enseignement, notant que les résultats de cette version témoignent d'une nouvelle augmentation dans la classification de cet indice par rapport aux résultats des années précédentes, où 78 établissements ont également été inclus pour l'année 2023 et 76 établissements pour l'année 2022. Eh bien, du 24 janvier au 6 février, c'est le Caire qui accueille son traditionnel salon du livre ou la foire internationale du livre. Il s'agit en fait d'une édition assez importante avec la participation de 1200 maisons d'édition de 70 pays. La Norvège est l'invité d'honneur et la personnalité de l'année et l'égyptologue de renom Selim Hassan, né en 1887 et mort en 1961. La 55e édition de la Foire internationale du livre du Caire, qui vient d'ouvrir ses portes au public le 24 janvier dans la zone des expositions et des conférences au Caire, tous les jours jusqu'au 6 février de 10h à 20h locales, cherche apparemment à transmettre de messages. D'une part, elle insiste sur l'affiliation de plus en plus accrue à l'Égypte ancienne, en rendant hommage au grand maître de l'égyptologie, Selim Hassan, et d'autre part sur l'ouverture du pays à toutes les cultures, y compris celle de la Norvège, l'invité d'honneur qui occupe la partie occidentale de la péninsule scandinave. Le comité de sélection a choisi Selim Hassan comme la personnalité de l'année afin de saluer son rôle majeur dans le domaine de l'égyptologie, justifie Ahmad Bayeddine, directeur de l'organisme général du livre et directeur de la Foire internationale du livre du Caire. Après des études en France et en Autriche, Selim Hassan a renoncé à son poste universitaire afin de se consacrer à ses fouilles archéologiques et ses ouvrages portant sur l'histoire de l'Égypte depuis la préhistoire jusqu'à l'ère ptolémaïque. Il a été le premier à effectuer des fouilles sous la supervision d'organisations nationales loin de la férule des missions étrangères. Après 10 ans passés sur le terrain, il s'est livré à l'écriture jusqu'à sa mort.
Ainsi, il nous a légué une encyclopédie en 16 volumes sur l'Égypte ancienne, un ouvrage sur la littérature de l'Égypte ancienne en 2 volumes et plusieurs autres livres rédigés en anglais et en français. D'ailleurs, quelques-uns de ces ouvrages sont disponibles sur la plateforme de livres numériques Hindawi. Selim Hassan constitue une référence de base pour les chercheurs en histoire et en archéologie. Son encyclopédie est pratiquement l'unique référence complète en la matière disponible en arabe classique. Elle est rédigée dans une langue très sophistiquée. D'autres ouvrages sont plus accessibles aux lecteurs non spécialisés. Nous pouvons compter 150 211 téléchargements de ces livres sur le site numérique Hindawi. L'histoire de l'Égypte depuis la conquête ottomane jusqu'à présent est le titre le plus consulté, selon les statistiques. Pour l'occasion, l'Organisme général du livre a réédité ses titres les plus importants qui seront en vente durant la foire, à savoir sa traduction arabe de l'Aube de conscience de James Henry Breasted. Son livre écrit en anglais est traduit vers l'arabe par Gamal el-Din Salem, le Sphinx, section géographique de l'Égypte à l'ère pharaonique, son encyclopédie de l'Égypte ancienne et celle de la littérature de l'Égypte ancienne. La Norvège étant l'invité d'honneur de cette édition, son ambassade propose une série de rencontres et débats au pavillon 3B35 qui s'étendent sur 13 jours afin de mieux faire découvrir sa culture. C'est une belle occasion de mettre en lumière les œuvres du prix Nobel de littérature 2023, le Norvégien Jean Fosse, qui ont été traduites vers l'arabe. Ce dernier est une figure marquante de la littérature contemporaine et l'un des dramaturges les plus joués au monde aujourd'hui, a déclaré l'ambassadrice de la Norvège, Halde Klemestedal, lors de la conférence de presse de la foire du livre. Le programme consacré à la culture norvégienne se divise en 2 parties. La première, du 26 au 31 janvier, est soutenue par le projet de la littérature norvégienne à l'étranger, Norla, et la deuxième s'adresse aux enfants et aux jeunes avec l'aide de l'Institut norvégien des livres pour enfants. Par ailleurs, seront organisées des rencontres avec des romanciers norvégiens. Leurs ouvrages traduits vers l'arabe seront disponibles au stand de la librairie Diwan. Eh bien, madame, monsieur, c'est ainsi que prend fin cette édition d'Égypte à la une. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques petites minutes, ce sont les émissions en anglaise qui reprennent la relève. Excellente suite de programme national international.